Arthur Bella Nguessan, c'est le nom qui est associé au maillot Aquaba. Alors que l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire offrait des opportunités incroyables aux jeunes entrepreneurs locaux, dont l'équipe nationale finit par remporter le trophée malgré la mémorable défaite face à la Guinée équatoriale. Un succès qui, malheureusement, a été entaché par une lourde épreuve de celle qui a été une pièce maîtresse pour ce projet d'envergure nationale, son épouse. Nous revenons sur les temps forts de ce parcours aussi intéressant que difficile en hommage à Maman Nina parce qu'au début de ce parcours qu'elle pensait n'être qu'une épreuve dans sa vie, elle souhaitait témoigner pour ses enfants et pour ceux qui l'ont connue. Bonjour. Alors il faut dire que c'est toujours des moments exceptionnels parce que lorsqu'on prend l'initiative de se mettre devant des caméras, c'est pour passer un message. Habituellement, on passe un message pour communiquer sur nos produits, pour communiquer sur certains événements que nous voulons organiser. Mais là, cette fois, je suis de nouveau sous le feu des caméras pour partager mon incroyable histoire. Oh là là, il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fini de savourer ce que c'était Aquaba parce que Aquaba, ça a été un projet qui a été mené sur plusieurs années. C'est un projet de cœur, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment d'accomplissement, non seulement pour moi, et surtout de mes proches, surtout les personnes très intimes qui ont vu comment j'ai été très focus sur ce projet. Donc aujourd'hui, il faut dire que Aquaba nous rend fiers. Aquaba est devenu une identité culturelle qui, heureusement, fait la promotion de la Côte d'Ivoire. En fait, il faut dire que Aquaba, ça a été beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tantôt, c'est 2 années de préparation, c'est 2 années de voyage, c'est 2 années de sacrifice. C'est-à-dire que 2 années où je ne regardais ni à gauche ni à droite. J'étais focus sur mon projet d'Aquaba. Il y a eu des faits marquants. Il y a eu tellement de faits marquants, mais je vais faire l'économie pour vous faire part de certains faits marquants. Et le premier, je dirais, c'est l'échec du partenariat qui devait avoir lieu avec une grosse entreprise de la place qui avait des couleurs aux couleurs du concept Aquaba, dont le principe c'était de valoriser la culture ivoirienne pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une collaboration, comme on dit, gagnant-gagnant, qui devait vraiment me faire gagner et eux aussi les faire gagner en visibilité. Nous sommes accordés jusqu'au jour où, malheureusement, cette grande entreprise-là, qui devait prendre à hauteur de, je dis, une certaine quantité pour avoir l'exclusivité de la production des maillots Aquaba, va se rétracter parce qu'elle venait de signer une autre collaboration avec une autre entreprise. Et donc c'était une très grosse déception. Quand je dis très grosse déception, réalisez-vous, une entreprise, au bout de 2 années de travail, décide de vous payer l'exclusivité de votre production. En moins de 1 mois, elle se rétracte parce qu'elle aurait eu une autre collaboration avec une autre personne. Donc ça a été un coup dur. Mais c'est ça aussi l'avantage d'être bien encadré. J'ai dû faire le compte rendu en fait, à mon équipe technique, à mon staff. Et ensemble, nous avons décidé de prendre l'initiative de faire en fait, une conférence de presse qui a vraiment fait la promotion du produit en lui-même et aussi de tout ce que ce produit en fait, représentait pour cet événement qui était la Coupe d'Afrique des Nations. Mais laissez-moi vous dire que quand vous avez des personnes qui promettent, qui vous assistent, qui réalisent leurs promesses, accrochez-vous à ces personnes-là. Moi, quand je lance la conférence de presse, je prends l'idée de partir voir le leader du groupe Magic System, qui est le grand frère Traoré Salif Dia Salfo, pour lui présenter le concept. Je lui donne mes dates. Il me dit, petit frère, ton projet, il est bon. Je serai à la conférence de presse. Donc, comme je l'ai dit, il a dit et il a fait. Il était à la conférence de presse. Et pendant la conférence de presse, il a dit quelque chose qui a changé toute la tournure du concept aujourd'hui. Si Aquaba a eu un succès, c'est en partie aussi grâce à lui. Les projets des jeunes ont besoin plus de soutien au démarrage que quand ils ont atteint la vitesse de croisière. Sur le coup, j'étais dans l'émotion de l'organisation, je n'ai pas fait attention. Mais c'était une grosse répercussion parce que ce qu'il a dit a protégé ce maillot-là. Comme autre fait marquant, il faut dire que, vous savez, depuis que nous sommes petits, il y a des enseignes, il y a des boutiques. Nous qui avons grandi dans des quartiers populaires, quand on entend Nike, Adidas, ce sont des grosses marques. Et pour pouvoir acheter l'original de
de ces marques-là, il fallait aller dans certaines boutiques, en l'occurrence City Sport. Donc nous avons grandi avec City Sport, c'était un mythe. Mais grâce au maillot Aquaba, au concept Aquaba, j'ai pu signer en fait avec le groupe SPCA. Sinon la première marque ivoirienne à avoir signé avec le groupe SPCA. SPCA, c'est un groupe dans lequel il y a Go Sport, City Sport, Courir, voilà, des trucs de sport. Donc quand je signe ça, pour moi, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Surtout que, encore une fois, la personne qui m'a donné l'idée de travailler, de me concentrer sur mon travail, de faire les choses bien, c'est encore le grand frère Assalfo qui m'a dit « cherche à travailler avec Go Sport ». Et quand je signe cette collaboration, je suis dans les nuages. Autre fait marquant, vous avez vécu la CAN. Nous avons été, je veux dire, laminés par la Guinée équatoriale 4-0 sur notre propre terrain. Et franchement, non seulement ça a été un choc national, mais ce n'était pas qu'un choc national. Parce que ça avait une des répercussions directes avec le commerce de toutes les personnes qui avaient investi, qui avaient mis des projets en fait, dans le but de pouvoir rentabiliser pendant la CAN. Donc moi, naturellement, ça a eu un impact sur moi. Mais ce n'est pas seulement un impact financier. Mais ça aurait eu un impact dramatique parce que ce jour-là, moi j'étais au stade, j'étais avec ma nièce qui avait une des États-Unis et le même jour, il y avait après le match de la Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale avec le match du Ghana. Donc elle, c'est elle-même qui m'offre le ticket parce que moi, je n'avais pas l'idée de partir au stade vu l'effervescence qu'il y avait autour. Donc on part au stade et quand on encaisse le premier but, on égalise, sauf qu'on annule notre but. Le deuxième but, les Ivoiriens commencent à grogner. Nous sommes dans une partie du stade où ceux qui sont en haut lançaient des projectiles. Donc logiquement, sinon directement ça tombait sur nous. Donc ma nièce, prise de panique, donc je lui dis mais on part alors parce que elle dit non tonton, après ça il y a le match du Ghana et tout ça, même si on perd, je vais regarder ma petite. Les Ivoiriens là, quand on est fâché là, c'est-à-dire que quand on a perdu là, il n'y a plus quelque chose qui peut passer dans l'oreille des gens. Donc viens, on va partir. Donc, le moment où je suis en train de négocier avec elle pour partir, elle n'était pas très contente et elle appelle sa mère qui est en Suisse et elle se plaint et tout ça. Donc, je dis, il faut qu'on parte. Et pendant qu'elle était en train de parler, je tenais sa main et ils ont mis le troisième but. Mais vous n'avez pas idée de ce qui se passait au stade. Le stade se vidait, mais à une vitesse extraordinaire. Elle s'est mise avec moi et puis on a commencé à retourner vers nos pas. Et comme je l'ai dit, nous sommes partis en véhicule, mais à un moment dans l'organisation de la CAN, il y avait des bus qu'ils avaient mis à disposition. Donc quand vous arrivez, les premiers bus, c'est ça que vous prenez pour partir. Donc nous sommes montés dans les premiers bus et juste après nous, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux que tous les bus ont été détruits. Donc nous, le temps va arriver à nos véhicules également. La foule en colère cherchait à détruire les véhicules. Et moi, malheureusement, mon véhicule était brandé. C'est vrai que c'était Aquaba qui était dessus, mais à une foule en colère, on ne dit pas que ce n'est pas la FIF, on ne dit pas que ce n'est pas la fédération. On dit que c'est orange, blanc, vert, donc ce sont les mêmes. Donc imaginez-vous comment il fallait sortir de là. Donc on a réussi à sortir de là, Dieu merci. À peine je sors de cette foule-là, mon téléphone il sonne. Et c'est un fournisseur, non même pas un fournisseur, un grossiste qui avait passé une commande de 5000 maillots, qui renonce à sa commande parce que logiquement si on a perdu, il ne se voit pas lui en train d'écouler ce stock-là. Et malheureusement, ce n'était pas un dépôt-vente, c'était un achat-vente. Donc 5000 maillots, imaginez ce que ça peut représenter dans la trésorerie de quiconque. Mais je prends mon sang-froid, j'ai dit ok, sachant que j'avais commencé à produire, hein, mais je ne sais pas la force qui m'animait. J'ai pris ma route et ceux avec qui j'étais dans la voiture, je n'ai même pas pu leur dire quoi que ce soit, je suis rentré. Le lendemain, on pouvait voir sur les réseaux sociaux comment les gens essayaient de liquider les produits qui étaient en rapport avec la CAN. Mais sur le coup, je n'ai pas eu mal. Et je n'ai pas eu mal jusqu'à la fin parce que le temps m'a donné raison. La Côte d'Ivoire, qui, contre toute attente, remporte le trophée. Donc imaginez aujourd'hui, c'est un maillot symbolique. Comme dernier fait marquant, je dirais que c'est le diagnostic de la maladie de mon épouse. Alors c'est un diagnostic qui est parti d'une hernie discale qui au fil du temps s'est transformée en un cancer. Je ne dis pas que c'est une hernie discale qui est devenue un cancer, mais c'est le premier diagnostic qui a été posé, qui était une hernie discale, et qui lorsque nous avons fait d'autres analyses avancées, il s'est avéré qu'elle faisait un cancer. Donc c'est un diagnostic
du myélome multiple, le myélome multiple qui est un cancer du sang. Quand on arrive dans cet hôpital, nous sommes pris en charge automatiquement. Nous sommes soulagés parce que, vous savez, quand nous sommes malades, nous sommes déséquilibrés. Mais quand nous avons des personnes qui sont du corps médical, qui nous prodiguent des conseils ou qui nous prodiguent des soins, nous sommes tout cuits et nous sommes remplis d'espoir que ce mal s'estompe. Nous sommes arrivés le 28 février, mais la souffrance de Maman Nina a commencé au mois de novembre 2023. Vous avez pu voir la campagne Aquaba, parce qu'on a parlé d'Aquaba tout à l'heure. Vous l'avez vu, elle tenait sur pied et tout. Mais elle avait sa béquille qu'elle cachait, elle ne voulait pas montrer. Elle la gardait dans la voiture et elle s'arrangeait à être au meilleur d'elle-même tous les jours, sachant que tous les soirs, sinon tous les jours, elle souffrait de douleurs atroces. Quand je dis atroces, je pèse bien mes mots. Maman Nina en a souffert depuis le mois de novembre. Donc quand nous arrivons en février en France, nous sommes pris en charge et on espérait véritablement que les analyses qu'on avait faites à Abidjan soient infirmées en France avec d'autres analyses. Malheureusement, le diagnostic est confirmé. Il faut une prise en charge immédiate. Il fallait trouver les moyens nécessaires pour pouvoir s'en occuper. Mais heureusement que déjà l'accueil de l'hôpital Saint-Louis nous a apaisés, nous a rassurés. Nos amis et familles qui étaient en France ne se sont pas fatigués un seul instant. Ils se sont organisés pour pouvoir nous apporter le soutien nécessaire pour que notre séjour médical puisse bien se terminer. Ça a été beaucoup de choses. Nous avons également bénéficié d'un accompagnement d'une association 100% La Vie, avec à sa tête le président Pascal. Cette association nous a même offert un appartement dans le 16e arrondissement. Et lorsque nous sommes arrivés, c'est toute cette mobilisation humaine que nous avons ressentie en fait, sans oublier le soutien de nos frères et amis depuis Abidjan que nous avons vécu. Il faut être quand même reconnaissant des bonnes choses dans la vie. Comme je vous l'ai dit, Maman Nina a commencé, pour moi je dis les mots tels qu'ils sont, elle a commencé à souffrir véritablement depuis le 9 novembre 2023. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un être humain ne puisse pas s'asseoir au bout de 5 minutes, se coucher au bout de 5 minutes, se tenir debout au bout de 5 minutes, tout ça dans la douleur. Donc si tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas te coucher, dans des douleurs, imaginez ces nuits. C'était tout le temps comme ça. Et comme c'est quelqu'un qui n'aimait pas déranger, quand je dis n'aime pas déranger, pour ceux qui la connaissaient de façon extérieure peuvent le témoigner. Mais encore même moi qui ai partagé sa vie, tellement elle n'aimait pas déranger, elle se permettait même de se mettre à l'écart de notre chambre, prendre les enfants de leur chambre, les ramener dans notre chambre et elle s'enfermait dans la chambre pour pleurer. C'est mieux, je vais défaire mes cheveux. J'ai dû déplacer Yoel dans ta chambre pour que tu puisses dormir parce que moi là, mes gémissements étaient tellement que je ne voulais pas te déranger. C'est mieux venir dans leur chambre ici. Hey. C'est ça la maladie. Aïe, aïe, aïe. Ça fait très 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 mal, chérie. C'est beaucoup de choses. Mais comme je dis, il faut être reconnaissant. Comme moment de répit, il y en a eu. J'ai bien envie de citer le concert auquel nous avons participé juste le jour de notre anniversaire de mariage. Le 28 septembre 2024, nous célébrions en fait nos 11 ans de mariage. Et il était important pour moi, comme à chaque année, de faire quelque chose de spécial et d'original. Il faut dire que la démarche de demande de visa que nous faisions au mois de novembre, précisément le 9 novembre, c'était dans l'optique de célébrer nos 10 ans de mariage et de faire le tour de l'Europe, soit en croisière. Et c'était le projet qu'elle a toujours souhaité, le faire. Donc pour moi, c'était une manière de réaliser cela. Mais malheureusement, les choses se sont corsées. Nous nous sommes retrouvés en France, hospitalisés. Et donc pour les 11 ans de mariage, j'avais parlé avec elle et vu tout ce qu'on avait engagé comme moyens financiers pour ses soins, elle refusait que je fasse plus pour nos 11 ans de mariage. Mais la connaissant, si je lui disais ce que j'entreprenais de faire, elle aurait dit non. Donc je suis resté dans le silence. J'ai informé les amis et la famille que j'ai en France pour leur dire que on va faire une surprise à Maman Nina. Je prends mon vol, j'arrive. Vous la contactez, vous lui dites que comme c'est votre anniversaire de mariage et que ton mari ne peut pas être disponible, nous serons là. Elle trouve l'idée belle
Mais en même temps, il faut dire que maman Nina, c'est quelqu'un qui soigne son apparence. On ne peut pas surprendre maman Nina. Donc, pour qu'elle puisse être présentable, l'hôpital devait trouver le scénario possible pour qu'elle puisse être bien maquillée et toute belle. Et heureusement que c'est un hôpital de repos où elle avait la possibilité d'avoir des soins, non seulement de massage, de yoga, de manucure pédicure, enfin, un peu de tout. Donc, vu qu'ils savent plus ou moins que c'était notre anniversaire de mariage, ils lui ont dit, pour ton anniversaire de mariage, nous avons engagé une esthéticienne pour te maquiller. Et à côté de ça, nous allons faire des photos avec le personnel parce que tu es une personne spéciale. Donc, ils ont réussi à la convaincre. Moi, j'étais en France, je me suis assuré que tout le monde était là. J'ai pris le soin de mettre un morceau qui nous rappelle justement notre rencontre, notre mariage. Et ce jour-là, le scénario était le suivant. Ils arrivent dans la salle, on l'envoie pour aller faire la photo de famille comme convenu. Et elles découvrent en fait les uns et les autres qui ont ménagé de leur temps pour venir lui faire cette surprise. Donc, vous voyez, elle était déjà très émue de voir des personnes qui coûtaient cher à ses yeux. Et j'ai un ami qui prend la parole, qui dit que Arthur n'est certes pas là, mais nous avons tenu à passer ce moment-là avec toi, comme s'il était là. Donc l'émotion était à son comble. Le morceau que j'ai pris le soin de préparer était là. Ça a été un très beau moment qui donc c'est un moment qui promettait parce que en même temps que je la prenais dans mes bras, j'ai vu le progrès de quelques semaines plus tôt où elle n'arrivait carrément pas à se tenir debout. Et donc, la voir marcher avec une béquille, la prendre dans mes bras, c'était beaucoup de choses. Après ça, en amont, quand j'ai informé toujours le grand frère Assalfo que je devais aller faire la surprise à maman Nina, il m'a dit, ça tombe bien, le 28, nous serons en concert du côté de Bonneuil, sur Marne, je pense, c'est en France, et ça serait bien que tu viennes avec elle. Et je lui ai dit, elle est sans défense, elle ne peut pas être dans la foule et tout ça. Et je ne suis pas sûr qu'elle pourra sortir. Et il m'a dit, fais tout, vois les médecins pour qu'elle vienne au concert, ça va lui faire du bien. Donc j'ai dit, ok, donc je prends le soin de faire un mail au médecin pour lui expliquer la situation. Et ils me disent, il n'y a pas de problème, qu'elle peut partir sans problème. Donc après, on part au concert. Ça a été un moment spécial parce que je vois ma femme. Qui, sur sa béquille, lève le bras, qui est, je dis le bras de la victoire. C'est quelques heures avant, quelques jours avant, c'est quelqu'un qui ne pouvait même pas se tenir debout. Et j'avoue que juste après, le groupe qui nous invite dans leur loge, célébrer, prendre du champagne. Pour moi, quand je trinquais ce soir-là, après le concert, je trinquais à la santé en fait de mon épouse, sachant qu'on avait déjà fait plus de 8 mois d'hospitalisation, 8 mois de prise de médicaments, 8 mois qu'elle faisait pour sa première fois, loin de sa famille, loin mais vraiment loin de sa famille. Et quand je trinquais, j'avais beaucoup d'espoir. Nous avons passé un moment extraordinaire et je suis rentré le 5 octobre à Abidjan. Il faut dire qu'après le concert, je suis rentré le 5 octobre. Et avant de rentrer, j'ai pris le soin de partir voir le médecin traitant pour avoir le point de la situation. C'est ainsi qu'elle me fait savoir qu'eux-mêmes ils sont inquiets et que malheureusement, maman Nina ne réagissait pas au traitement. Il y a l'aspect biologique et il y a l'aspect physique. Donc l'aspect biologique, ce sont les examens de sang et tout ce qui va avec qui permettent de déterminer en fait le niveau de son état de santé. Et puis il y a l'aspect clinique, donc l'aspect physique, c'est son aspect extérieur qui voit sa beauté, qui voit qu'elle est juste
assise et qu'elle n'est pas malade. Le 15 octobre, mon téléphone sonne, c'est maman Nina qui m'appelle. Elle me dit si tu es occupé, essaie de te concentrer parce que là j'ai besoin de te parler. Et je dis il n'y a pas de souci, elle pleure. Elle m'explique que voilà ce que les médecins disent, qu'on lui demande de rentrer et qu'ils sont bien conscients que si elle rentre, elle ne peut pas trouver de traitement ici à Abidjan. Donc c'est comme si on lui disait de rentrer, qu'elle va mourir. Et vu que moi j'avais l'information, il fallait trouver les mots justes pour la rassurer. Donc je l'ai laissé parler, je l'ai laissé se vider. Et je lui ai dit, chérie, je pense que le médecin qui t'a dit n'a peut-être pas su trouver les mots pour te dire, mais ne considère pas ce qu'il a dit parce que là aujourd'hui, tu as plus besoin de force morale que d'être atteinte par un éventuel diagnostic de fin de vie. Si je suis sûr d'une chose, c'est qu'on a entendu dire par des personnes que la médecine a dit qu'il ne pouvait plus faire. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et toi, tu fais partie des personnes qui, pleines de foi, m'ont toujours recadré lorsque je m'égarais. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui que tu doutes. Donc sincèrement, considère qu'il a dit, parce qu'il doit le dire par rapport à sa profession, mais sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et moi je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il va falloir qu'on s'organise pour qu'effectivement tu rentres. Parce que si eux n'ont plus de solution là-bas, moi je me dis si on rentre, le fait de voir tes enfants, parce que là on tente de faire des démarches pour qu'ils puissent venir faire Noël avec toi, c'est une procédure, ça ne dépend pas forcément de nous. Mais le mieux, c'est que tu rentres et que tu aies tes habitudes et que tu te retrouves dans ton environnement et que tu manges ce que tu as envie de manger. Parce que être hospitalisé 10 mois, ce n'est pas 10 jours. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Et voici comment je prends l'initiative en fait de tout réorganiser à la maison. Je sais qu'elle avait besoin d'une magnifique cuisine. On avait commencé à prendre les devis pour pouvoir faire cette cuisine-là. Et lorsque nous sommes partis en France, et là-bas, ils nous avaient dit que c'était une histoire d'au moins 3 ans, moi, je me disais que ce n'était pas nécessaire de faire des travaux. Donc lorsque elle accepte plus ou moins de rentrer, je me dis, il va falloir que je fasse au moins ce qu'elle voulait. Le 24 octobre, mon téléphone sonne. C'est l'hôpital Saint-Louis qui m'appelle, qui me demande quand est-ce que je compte venir en France. Donc je leur disais comme ça que j'attends le 30 octobre parce que j'ai un rendez-vous à l'ambassade pour les enfants. Donc juste après le rendez-vous, puisque le rendez-vous c'est le matin, le soir je prends l'avion, j'arrive le 1er. Donc ils me disent il n'y a pas de souci, mais si je peux arriver plus tôt, ça serait bien. Donc quand j'entends cette phrase, il n'y a pas autre moyen de comprendre. Donc j'appelle le grand frère Assalfo pour lui dire voilà la situation, je viens d'être appelé. Il me dit je sais que tu es croyant, vas-y, prends ton avion, ne retarde pas les choses, vas-y, va la chercher. Le même jour, je suis dans l'avion, j'arrive le lendemain, le 25, et je rencontre l'équipe médicale avec qui je m'entretiens, qui va me réitérer tous les propos qui ont été dits. Je prends le soin également d'informer l'association 100% La Vie, qui m'accompagne toujours dans cette démarche. On est chez Madame Mbisson. Comment tu te sens? Tu t'es senti balèze? On arrive à Abidjan. Je prends le soin quand même de m'assurer que sa chambre est prête, sa cuisine est prête et que les personnes qui lui sont chères à ses yeux sont là à l'aéroport, l'attendent. J'ai voulu le faire parce qu'elle a des personnes qu'elle adore de façon particulière, mais vu l'état dans lequel elle se retrouvait, elle ne voulait plus voir des personnes de peur de les choquer. C'était plus la famille qui était là. De l'aéroport jusqu'à arriver chez nous à la maison, tout le monde l'attendait. On a fait des affiches pour lui dire bonne arrivée chez elle. Vraiment, tout a été mis de sorte à ce qu'elle puisse se sentir chez elle afin que le miracle s'accomplisse. Parce que là, nous étions dans une logique de miracle. Maman est à la maison, j'ai fait une chambre médicalisée. Attention, attention, attention. Attention, attention au pied de maman.
l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Louis ne nous a pas laissés. C'est vrai que nous sommes partis de là. Mais il prenait tous les jours de nos nouvelles. Elle fait une crise, on se retrouve aux urgences. Elle a le visage qui commence à s'enfler, ce qui faisait partie de ses craintes lorsqu'on devait rentrer à Abidjan, qui finalement arrive. Je me rappelle encore un jour, nous étions au CHU de Cocody. Et ce jour-là, elle devait faire des examens de radiographie. Nous sommes descendus dans la salle d'imagerie du CHU de Cocody. Et lorsque il était question maintenant de se déplacer pour se mettre sur la table de la radio, en France, c'est l'ambulance, c'est le personnel, donc je n'avais pas forcément accès. Et au CHU de Cocody, c'est moi qui l'aidais à monter sur la planche, à se retourner parce qu'elle n'était plus autonome. C'est là que j'ai réalisé en fait le niveau auquel ma femme était atteinte. Parce que pour ceux qui connaissent Maman Nina, même si elle a mal jusqu'à son dernier retranchement, elle ne pleurait pas devant des personnes extérieures. Elle se calmait quand tout le monde part et puis elle craquait. Et ce jour-là, je vois Maman Nina sur la table de radiographie. Même pour se retourner la jambe, c'était tout un problème. C'est en ce moment-là que j'ai réalisé que l'heure était grave. Parce que plus le temps passait, plus sa santé se dégradait et plus elle était méconnaissable. Au point où elle refusait que certaines personnes qui ne l'avaient pas vue avant sa transformation la voient. Je lui ai dit, sortons dans le hall, en bas. Tu vas voir au moins l'extérieur, le vent va te souffler. On va se mettre à côté de la voiture. Et donc je me suis assis avec elle. Elle était dans son fauteuil roulant, juste à côté de la voiture, en plein dans le CHU. Et puis, comme à nos habitudes, on a immortalisé l'événement, on a fait un selfie. Et elle m'a dit, je veux voir. Donc quand je lui montre la photo tout fièrement, elle a agrandi la photo. Et puis elle me dit, c'est moi aussi devenu comme ça. Et aussitôt, moi, je prends le téléphone, je regarde et je tombe sur sa face que je voyais physiquement, mais je ne réalisais pas parce que vous savez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, quand vous êtes dans une démarche d'amour, il y a des détails qui ne comptent plus. Et moi, je ne la voyais pas comme d'autres personnes l'auraient vue. Et cette photo-là, quand elle a dit ça, quand je regarde, c'est comme s'il y a un masque qui tombait de mes yeux et je l'ai vu et je n'ai pas pu me retenir. Quand j'ai commencé à pleurer, j'avais honte de pleurer en fait devant elle et je me gérais. Je me gérais, mais je pleurais. Elle a mis sa main sur mon épaule, elle m'a dit, ça va aller. Et que c'est pour ça en fait que je te disais que je veux que tu passes le plus de temps possible avec moi parce qu'on m'a dit avant de rentrer qu'il me reste 3 mois à vivre. C'est vrai que depuis que je suis malade, tu ne travailles pratiquement plus. Tu es toujours en 2 avions, tu gères et la famille, et mon état de santé, et les finances, et tout ce qui va avec. Je sais que c'est une charge lourde pour toi. Mais s'il te plaît, accorde-moi le peu de temps qui me reste à vivre avec toi. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de compter le temps que je faisais avec elle. Même si avant, je passais plus de temps avec elle. J'ai voulu mettre ça sur le compte des caprices de femmes et tout ça, mais ça m'a fait prendre conscience parce que les mots qu'elle a utilisés étaient tellement particuliers. Les jours qui ont suivi, c'était des jours aussi difficiles les uns après les autres. Parce que entendre sa femme crier du 11e étage du CHU de Cocody et entendre ça au rez-de-chaussée, en tout cas, soit c'est en hôpital psychiatrique, vous entendez des gens qui font des dépressions dans ce style-là, mais crier, se torturer de douleur, au point où les autres malades compatissaient pour elle. Donc imaginez le niveau. J'étais devenu son médecin, c'est moi qui lui mettais ses morphines, c'est moi qui lui changeais ses glucosés, c'est moi qui lui mettais même le péricabivène, qui est la nourriture des personnes qui n'arrivent pas à s'alimenter. Sans oublier que dans cette démarche, il y avait une aide-soignante qui était formidable, que je cite son nom parce que c'est quelqu'un, aujourd'hui, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde parce que elle a assisté une personne qui n'était pas son parent. C'est vrai que c'est la profession qui le demande, mais il y a beaucoup de personnes qui ne l'auraient pas fait comme elle a fait. Elle était le souffle-douleur de Maman Nina. Quand Maman Nina est énervée, c'est sur celle-là qu'elle criait. Donc je profite pour faire un petit coucou à Raïssa. Je profite pour faire également un coucou à Dr Camara, celui-là qui était au début du diagnostic, qui nous a permis d'avoir tous les médecins. Nous avons rencontré des personnes humaines, mais je dis des personnes très humaines. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dire que quelles que soient les situations, quel que soit ce que nous traversons, il faut chercher à tirer le meilleur de la situation. Et des meilleurs, j'en ai tiré. Vous savez, on a accompagné beaucoup de personnes à la mairie. Le maire, il dit quelque chose, consentez-vous pour prendre telle personne comme mari, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie
comme dans la santé. C'est en ce moment-là que moi je réalise en fait que le oui que j'ai dit là, c'est pas un oui qui devait faire plaisir à quelqu'un, c'est un oui qui devait être en accord avec ma personne. Cette phrase de la mairie que le maire dit lorsque vous allez dire oui, elle prend tout son sens parce que quand on se marie, on voit la bonne personne, le bel homme, la belle femme, ou bien l'homme rempli d'argent, la belle femme remplie de potentiel. Mais on ne voit pas un seul instant que cette personne-là, qui nous fait scintiller dans les yeux, puisse nous faire pitié à un moment de sa vie. Et lorsque cette personne-là nous fait pitié à un moment de sa vie, là, il faut penser justement à tous les bons moments que nous avons vécus ensemble pour pouvoir surmonter les mauvais moments qui sont arrivés. Il faut être objectif. Il faut réaliser qu'après la vie, il y a la mort. Et la mort, c'est la chose la plus certaine que tout le monde va goûter. Et avant de mourir, il faut avoir vécu utilement. Et moi, aujourd'hui, je suis fier de dire que maman Nina, à 37 ans, elle a vécu utilement. Elle a laissé 3 magnifiques enfants dont les 2 premiers sont au courant de la situation parce qu'ils ont vécu la situation avec elle à la maison, tous les matins, au point où elle ne pouvait même plus se nourrir, s'alimenter. Mon fils Ethan, il rentre dans la chambre, il dit « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Il voit le péricabivène, que je veux dire, c'est comme du lait. Il dit « Papa, c'est quoi ?» Je dis « Maman ne peut plus manger et que c'est sa nourriture. » Il dit « Ok. » Il a mal, je les obligeais à venir voir les mamans courageuses qu'ils ont toujours connues, qui les faisaient les exercices, qui leur disaient « Ethan, ne fais plus ci, ne fais plus ça. » Et heureusement, en France, on a eu un accompagnement qui nous permettait d'avoir des bouquins pour expliquer la maladie aux enfants. Donc, ils comprenaient la maladie et ils ont même dit un jour « Ah, je comprends pourquoi maman, elle est nerveuse. Je comprends pourquoi maman pleure, je comprends pourquoi maman crie. » Donc, ils avaient compris. Ils étaient inquiets parce qu'ils ont dit « Est-ce que maman va mourir ?» Parce que dans le bouquin, justement, le gamin pose la question « Est-ce que sa mémé va mourir ?» Parce que pour ceux qui ne savent pas, le myélome, c'est un cancer qui s'attaque aux personnes de plus de 60 ans. Et maman Nina n'avait même pas 40 ans. Ça a été une situation assez particulière. Et moi, aujourd'hui, je veux dire, je suis fier de tout ce qu'on a parcouru ensemble. Je garde en image tous les beaux moments, surtout tous les beaux moments, malgré les fortes émotions qui me montent. J'essaie de me calmer parce que la personne qui est censée me dire « ça va aller » ne sera pas là pour me dire « ça va aller ». Donc je suis obligé de moi-même me dire que ça va aller. Maman Nina est partie. Ce jour-là, j'étais au salon, comme d'habitude. Je veux dire, les 5 derniers jours avant son départ, vu qu'elle ne s'alimentait plus, elle ne parlait plus, elle ne pouvait plus se mouvoir. Si tu la déplaçais d'une position, elle ne pouvait rien faire d'autre que tu viennes la changer dans une autre position. J'étais inquiet parce qu'elle commençait à faire des escarres et sincèrement, j'avais mal de la voir ne plus exprimer sa douleur. Elle a mal, mais elle ne peut pas parler pour dire que j'ai mal. Je vous épargne en fait le quotidien d'une personne qui assiste sa moitié jusqu'au dernier moment. Mais je dis, mes joies étaient stimulées. Il fallait que je boive, il fallait que je fume, il fallait que je me retrouve dans un état d'excitation pour paraître bien devant les gens. Donc les 5 derniers jours avant son départ, je buvais beaucoup. Je passais du temps avec des amis qui tardaient pour essayer de me maintenir dans un bon état d'esprit et qui partaient. Je dormais avec elle sur le même lit. Moi qui ai un sommeil facile, je me retrouvais pendant la nuit à me réveiller à chaque fois, pour m'assurer qu'elle était encore en vie. Le 4 janvier, le dernier visiteur, qui est un ami, enfin qui est le mari à sa meilleure amie, qui est venu passer du temps avec moi. Ce jour-là, il part de la maison, il était minuit 10. Je l'accompagne, je reste dehors, je passe un coup de fil à 2-3 personnes qui essaient de me dire de venir pour changer un peu d'air, pour justement me permettre de pouvoir décompresser. Mais vu la situation que je traversais, beaucoup de personnes ne pouvaient pas réaliser que je ne pouvais pas m'absenter. Parce que comme je vous l'ai dit, elle m'avait dit qu'elle souhaitait véritablement passer tous ces derniers moments avec moi. Et c'est ce que j'ai essayé de respecter, surtout qu'elle ne pouvait plus parler pour que je lui demande une permission pour qu'elle me dise oui ou non. À minuit 10, quand mon ami est parti, j'ai fini mes coups de fil, je suis rentré dans la chambre. J'avais très sommeil. Ce jour-là, bizarrement, je me suis dit non, je vais veiller avec elle. Parce que dans la journée, elle n'arrivait plus à fermer les yeux. Il n'y avait plus de liquide dans ses yeux, donc les yeux ne se fermaient plus. Quand tu fais ça, elle ne réagissait pas. Mais tu l'entendais respirer, son cœur battait toujours. J'étais assis devant elle. J'ai eu envie subitement d'aller aux toilettes. Je suis rentré aux toilettes, je n'avais rien à faire. Je suis sorti au bout de 3 minutes. Dès que j'ouvre la porte, je ne l'entendais plus respirer parce qu'elle respirait tellement fort par sa gorge
qu'on l'entendait même étant dans les toilettes. Donc quand j'ouvre la porte, je n'entends pas respirer. Je me rapproche d'elle, je la regarde, je vois qu'il n'y a aucun battement. Je la tape, je dis chérie, chérie, chérie. Elle pousse son dernier souffle. Et après ça, elle ne dit plus rien. Maman Nina est partie. Je reste là, figé. Je m'assois. Je prends le temps de la contempler, de regarder, dans l'espoir qu'elle se réveille et que tout reparte. Elle ne réagit pas. Je prends mon portable, j'appelle le médecin. Je l'informe de la situation, je réveille ma mère. Le médecin se dépêche, on la transporte. Et la suite, vous la connaissez. Tout ce que nous avons vécu m'enseigne beaucoup de choses. La première chose déjà, c'est que le succès peut être parsemé d'embûches. Il y a beaucoup de péripéties qui peuvent arriver lorsque vous entreprenez un projet auquel vous croyez. Vous pouvez capituler. Ça peut arriver de pleurer, ça peut arriver de craquer. Mais ne perdez pas en vue l'objectif. Ne perdez surtout pas en vue l'objectif. Comme je l'ai dit, pendant toute cette période de campagne de Aquaba, maman Nina était malade. Mais ça donnait ce que ça devait donner parce que je ne me suis pas attardé sur l'aspect extérieur. Je me suis battu parce que je me disais que ça faisait partie des épreuves. Donc je me suis battu doublement pour donner le résultat que ça a donné. Et elle était là pour que ça donne ce résultat-là. Une autre leçon que je retiens en fait de cette aventure, avant j'entendais dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ceux qui le disaient, nous autres, on disait, oh, il faut nous donner diable. Et puis ça dépend de quel argent, ça dépend du montant. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je fais partie des personnes qui le disent et qui pèsent bien ce mot, que l'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne peut pas acheter la santé. Parce que si maman Nina devait guérir, parce qu'on devait acheter la santé, je pense qu'elle serait parmi nous et ce témoignage n'allait pas avoir lieu d'être. Toutes les dépenses financières que nous avons engagées, tous les sacrifices que nous avons faits, elle serait là parmi nous. Et j'ai envie de vous dire, à travers tout ce que je viens de dire, c'est que l'amour, la bienveillance, la compassion, pour moi, sont les seules vraies richesses à offrir gratuitement. Maman Nina est véritablement partie et aujourd'hui, je n'arrive pas en fait à parler d'elle au passé parce que pour moi, elle est encore présente. C'est une personne qui était lumineuse, qui était joyeuse, qui était vraie. C'est quelqu'un en fait qui, peu importe ton statut, si elle doit te dire quelque chose, elle te le dit. Et elle trouvait les mots tellement justes pour te parler que même moi, vous voyez l'appellation Maman Nina, en fait c'est ma femme, mais je l'appelle Maman Nina. Parce que quand elle décide moi de me parler, pour me remettre sur les rails, elle me parlait comme un gamin. Et pris de peur, quand ta maman te parle, tu es obligé de te conformer directement. Elle ne faisait pas avec violence, elle ne faisait pas avec orgueil, avec prétention, elle faisait avec beaucoup de douceur. Mais ce qu'on doit tous retenir, c'est que Maman Nina a été très courageuse. Parce que pour l'avoir vue dans toutes les souffrances qu'elle a parcourues, me voir moi en train de pleurer, pour me rassurer, pour me dire que ça va aller, il faut être courageux. C'est quelqu'un qui était débordant de foi. Même si dans les derniers moments, moi je lui ai dit, avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu as fait, avec toute la prière que tu pries, je lui ai tout dit. Elle dit, ça c'est pas moi mon problème. Ça c'est avec Dieu, c'est elle qui vit ça, c'est elle qui subit ça. Mais elle a assumé pleinement cette souffrance malgré qu'elle était au plus bas. Donc je veux que ces enfants sachent que leur maman s'est battue, c'était une femme brave. Et pour toutes les personnes justement qui l'ont connue et qui malheureusement n'ont pas su qu'elle était malade, que maman Nina s'est battue, elle aurait voulu vous raconter cette histoire à ma place. Et si moi je me retrouve aujourd'hui face à cette situation, je pense que maman Nina ne serait pas fière de voir que le projet qu'elle a validé, qui est la chute du maillot Aquaba, soit mort avec elle. Je pense qu'elle ne sera du tout pas fière parce qu'elle a vu le projet, elle a validé le projet. On avait commencé à préparer la conférence de presse pour le mois de février en France parce qu'elle était là-bas pour faciliter sa présence, peu importe les conditions dans lesquelles elle allait être, mais elle devait participer à cette conférence de presse. Donc aujourd'hui, c'est un hommage à celle qui
a été d'une pièce maîtresse pour ce projet Aquaba et pour notre vie en général, qui laisse derrière elle 3 enfants avec un grand amour et toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus, qui continuent de nous soutenir à découvrir le projet. Lorsqu'il ressentira réellement notre soutien et qu'il se souviendra qu'il a le droit de tomber lui aussi, de pleurer, de se lamenter, il se sentira beaucoup plus humain. Et après avoir exprimé ses émotions, il reprendra le contrôle de sa vie. Oui, parce que la mort n'arrête pas la vie. Les projets formulés avec maman Nina ne doivent pas mourir avec elle. Arthur Bella va les poursuivre. Il va les pérenniser pour l'avenir de leurs enfants